Là où Barack Obama avait abandonné, ou alors est-ce irresponsable d'intervenir sans mandat de l'ONU? C'est non seulement irresponsable, mais c'est illégal. Il y a un droit international entre les nations. Un État n'a pas le droit de faire ce que vient de faire Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump, et si vous me le permettez, est en train de devenir le Tsipras américain. C'est-à-dire qu'après s'être fait élire, justement, en annonçant que l'OTAN était une structure obsolète et en annonçant qu'il voulait renouer de bonnes relations avec la Russie, il est en train de revenir aux errements de l'administration antérieure. Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est rendu à apprendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est quand même pas des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, quelques mois après, on a appris que c'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le massacre de la Ghouta. Je crois que c'était le 26 août 2013. Aussitôt, il y a eu un bombardement chimique. Aussitôt, ça avait été le régime de Bachar el-Assad qui avait été accusé. Maintenant, quand vous examinez 3 ans après ce qui s'est passé, ou 4 ans après, le mystère reste entier, mais il y a quand même eu un rapport du très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire un des endroits les plus célèbres des États-Unis d'Amérique en matière de fiabilité des analyses, qui dit non, en fait, c'était pas Bachar el-Assad, c'était en fait les rebelles. Donc moi, là, je suis sidéré que l'on puisse, 24 heures après des événements, ou 48 heures, dire d'un seul coup, ben voilà, en fait, on recommence les scénarios antérieurs. Monsieur Trump n'a pas le droit, en termes internationaux, de faire ce qu'il a fait, et la France n'a pas le droit de suivre ça. Il y a un droit, il y a une charte à l'Organisation des Nations Unies. On va y revenir. En tout cas, c'est de l'argument avancé par la Russie, alliée de Bachar el-Assad. On écoute le ministre russe des Affaires étrangères. Il s'agit d'un acte d'agression sous un prétexte fallacieux. Toute la situation fait penser à l'année 2003, quand les États-Unis, la Grande-Bretagne, avec leurs alliés, ont fait irruption en Irak sans l'assentiment du Conseil de sécurité et en violation flagrante du droit international. Mais à l'époque, ils avaient au moins essayé de fournir des preuves. Cette fois-ci, on n'a même pas pris la peine de fournir des preuves. On s'est appuyé sur des photographies. On a une fois de plus spéculé sur des photos d'enfants. Vous l'avez rappelé, depuis mardi soir, l'enquête n'a pas encore eu lieu. Mais déjà, en 2013, il y avait eu des soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et des observateurs internationaux avaient constaté que des armes chimiques avaient bien été utilisées. Donc, est-ce qu'on doit laisser le peuple syrien pris en étau entre Bachar el-Assad et Daesh? Non, mais je rappelle encore une fois que les affirmations qui avaient eu lieu en 2013 ont été ensuite démenties et que actuellement le mystère reste entier, mais que les meilleurs spécialistes doutent de plus en plus que ce fut le régime de Bachar el-Assad qui avait procédé à ça. Je rappelle aussi quelque chose, c'est qu'il y a quand même l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui est une filiale de l'ONU, qui a vérifié que le régime syrien avait détruit toutes ses armes chimiques quand même. Donc, comment dirais-je, l'analyse faite par la Russie selon laquelle ce bombardement par mégarde aurait frappé un hangar détenant, où il y aurait eu des armes chimiques détenues par les rebelles, justement, de Daesh ou d'Al-Nosra, c'est une information qu'il faut quand même prendre en considération. Vous faites confiance au régime syrien? Non, je ne fais pas. Écoutez, c'est pas moi qui fais confiance. Ça a été validé par l'ensemble des experts de l'ONU. Donc, ça a été validé. Par ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il n'y a pas que la Russie qui proteste. C'est que depuis, sur ces affaires syriennes, c'est d'arriver 6 fois au Conseil de sécurité, la Chine a également opposé son veto, comme la Russie, à l'ensemble des opérations. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français, la grande majorité des États du monde, en réalité, continuent à reconnaître Bachar el-Assad comme étant le président des Syriens. C'est ça la réalité. Il faut tenir compte du droit international. Encore un mot. Il y a aussi une opération de politique intérieure américaine, je pense, parce que Donald Trump a annoncé ce bombardement au moment même où il recevait en Floride le président chinois Xi Jinping. Donc c'est aussi, à mon avis, une façon de montrer ses muscles face à la grande puissance chinoise montante et l'inquiétude des États-Unis de voir se constituer un bloc entre la Russie et la Chine pour éventuellement torpiller leur influence mondiale. Alors François Hollande, lui, veut poursuivre la réponse américaine au niveau international. Il va réunir un conseil de défense ce soir. On l'écoute et on vous fait réagir après.
François Hollande qui désigne Bachar el-Assad comme le seul responsable des frappes américaines en Syrie. Il a d'ailleurs publié un communiqué commun avec Angela Merkel. On écoute le chef de l'État. Après nous avoir informés, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. On a compris que François Hollande veut agir dans le cadre d'un mandat de l'ONU, si les soupçons sur l'utilisation d'armes chimiques sont avérés. Est-ce que la position de la France est juste ? Mais non, excusez-moi, moi ce que je viens d'entendre, c'est que M. Hollande se grange. Vous savez, la France est devenue un satellite de Washington, comme l'Allemagne, exactement comme on disait de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne, qui étaient des satellites de Moscou, du temps de l'Union soviétique. Je suis désolé, M. Hollande vient de dire des choses absolument scandaleuses dans la bouche d'un chef de l'État français, puisqu'il approuve une agression contre un État souverain, ce qui, j'insiste, est contraire au droit international. Et il incrimine tout de suite Bachar el-Assad dans la responsabilité de ce bombardement. Encore une fois, on ne sait rien. Je voudrais d'ailleurs dire à ce propos... Et de toute façon, il n'aura pas le soutien de l'ONU. Il y aura de toute façon la Russie et la Chine qui vont opposer leur veto. Ils l'ont déjà dit. Donc de toute façon, M. Hollande parle pour ne rien dire. Il agite l'Organisation des Nations Unies, mais en fait, il est en faveur d'actions unilatérales dirigées par Washington. C'est ça la réalité. La France n'est plus une puissance souveraine qui mène, comme je souhaite, moi, à ce que devrait faire la France. C'est avoir la même position que la Chine, en définitive, qui est très prudente et qui dit on n'a pas le droit de faire ce que viennent de faire les États-Unis, il faut une enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé, et de toute façon, un État n'a pas le droit de se faire justice soi-même. C'est comme un particulier. Un particulier en France n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Si vous étiez élu président de la République, donc vous refuseriez d'intervenir en Syrie, même s'il y a des réfugiés massivement qui quittent leur pays parce qu'ils accusent Bachar el-Assad de gazer son peuple. Mais ça, c'est vous qui le dites. Il y en a certains. C'est les réfugiés syriens qui le disent. Oui, il y en a quelques-uns qui le disent, mais enfin, la grande majorité des Syriens, semble-t-il, sont plutôt du côté de Bachar el-Assad. Moi, ce que je vois, c'est que... Savez-vous sur quels éléments vous appuyez pour savoir que le peuple syrien est derrière le régime ? Parce que lorsqu'un peuple veut se débarrasser d'un président de la République, eh bien, on le voit, M. Bachar el-Assad ne tiendrait pas depuis plusieurs années s'il n'avait pas le soutien d'une certaine partie de sa population. La situation est complexe. Vous savez qu'il y a Daesh d'un côté et le régime syrien de l'autre. Je n'ai pas dit que la situation n'était pas complexe. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que vous savez ce que disait Charles de Gaulle dans les Mémoires de guerre, vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Les idées simples, c'est faire respecter le droit international de toute façon. Et puis il y a une autre idée simple, c'est que nous sommes peut-être au bord d'une troisième guerre mondiale. Quand je vois des gens comme M. Macron, qui est d'une folle incompétence, d'une folle irresponsabilité, qui dit qu'il faut faire une intervention militaire en Syrie, M. Macron ne se rend pas compte de ce qu'il y a en face. En face, il y a la Russie qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Dans le cadre de l'ONU, avec l'accord de la Russie. Il ne dit pas qu'il faut partir sans l'accord de la Russie. Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai vu, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Il le dit dans le cadre de l'ONU, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un veto de la encore Russie une fois, en tout cas, il a pris note, paraît-il, du bombardement. M. Macron approuve totalement les bombardements faits par les États-Unis. Donc M. Macron, qui n'a d'ailleurs aucune expérience international. Et c'est quelqu'un qui a 38 ans, qui n'a pas d'expérience internationale. Il est là en train de dire aux Français, la fleur au fusil, on va aller intervenir sur une information qui est sortie d'un chapeau. D'ailleurs, il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Syrie et qu'on ne parle jamais de ce qui se passe au Yémen ou de ce qui se passe au Congo, où il y a des centaines, des milliers de morts tous les jours qui y sont là, et jamais personne n'en parle dans les grands médias occidentaux. Ça veut donc dire qu'il y a des intérêts puissants derrière l'affaire syrienne, et que ces mêmes intérêts n'ont pas intérêt à ce que l'on parle de ce qui se passe à l'est du Congo ou au Yémen. Alors écoutez ces réactions politiques, vous évoquiez Emmanuel Macron. Il y a évidemment ceux qui sont partagés, qui émettent des réserves sur l'action de Donald Trump sans concertation avec l'ONU, et ceux qui soutiennent le président américain. Il m'apparaît étonnant d'agir avant d'avoir le résultat d'une enquête internationale indépendante sur ce sujet. C'est vrai que la frappe américaine
rentre quand même un peu en contradiction avec les engagements qu'avait pu prendre Donald Trump, lorsqu'il a dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à être le gendarme du monde et qu'il voulait rompre avec l'ingérence qui avait été de mise lors des dernières administrations américaines. Bon. Je prends note de l'intervention américaine et de cette réaction. Mon souhait pour ma part, c'est qu'il y ait véritablement une action coordonnée sur le plan international en représailles au régime de Bachar el-Assad et en tout cas aux crimes qui ont été commis. Écoutez, je ne sais pas si aujourd'hui il s'agit d'envoyer des militaires sur le terrain. Et je pense surtout qu'il faut trouver une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire. C'est quoi la solution La solution politique, c'est que on en finisse avec le régime de Bachar el-Assad par des négociations qui intègrent toutes les parties au conflit, dont l'opposition syrienne, qui n'est pas une opposition terroriste. Est-ce que c'est parfaitement la Russie? Est-ce que c'est parfaitement Bachar el-Assad? Quelle solution politique si on n'intervient pas sur le terrain? Alors je viens de réécouter M. Macron, il n'a pas du tout parlé de l'ONU, il parle d'une coalition internationale, ça veut dire États-Unis, Royaume-Uni, France, donc c'est bien. Il a dit clairement, en tout cas hier, non, écoutez, ça, je ne sais pas si vous êtes la porte-parole de M. Macron. Je redis les faits, Mais moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu que M. Macron ait parlé de l'ONU. Moi ce que je dis, c'est que, et je suis le seul candidat à le dire, la France doit d'abord sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, puisque l'Union européenne, par l'article 42, alors je sais que les gens rient quand je cite les articles, mais figurez-vous que c'est important qu'un président de la République sache de quoi il parle, n'est-ce pas? Est-ce que vous confiez les manettes d'un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter un avion? Moi, je sais de quoi je parle, j'ai une grande expérience au niveau international, j'ai été pendant plus de 2 ans au cabinet du ministre des Affaires étrangères. L'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne, et tant qu'on restera dans ces deux structures qui sont l'Union européenne et l'OTAN, nous allons être entraînés, comme on le voit maintenant, vers des conflits de plus en plus meurtriers et un risque de troisième guerre mondiale. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Vous dites, ce n'est pas notre affaire, on ne s'en occupe pas. Je ne dis pas que ça n'est pas notre affaire, je dis de toute façon que la France a été complètement discréditée dans cette opération, alors qu'elle avait un jeu à jouer. Si la France avait joué le jeu habituel qu'elle a, avec son influence justement en Syrie, au Liban et au Moyen-Orient, c'est-à-dire en se gardant de prendre parti pour les uns ou pour les autres, elle aurait pu être au contraire une puissance d'équilibre qui aurait, à mon avis, pu faire apparaître un message de paix et une solution pacifique et politique. On en est désormais très loin. La France a été mise hors jeu par notre alignement complet derrière Washington. Alors en France, dans cette campagne où rien ne se déroule comme prévu, les électeurs ont sorti les sortants, ils manifestent une envie de renouvellement. Pourquoi devraient-ils voter pour vous, vous qui êtes diplômé d'HEC, de l'ENA, haut fonctionnaire, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, vous avez même été élu conseiller de Paris sur une liste de Jean Tibéri. Vous êtes un produit du système, finalement. Mais moi, j'ai jamais parlé de système, pas de système. Pourquoi est-ce que les Français devraient voter pour moi? Parce que d'abord, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne suis pas quelqu'un sorti du sérail politique. Je ne suis pas quelqu'un qui suis financé par des grandes puissances d'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui lance des formules marketing. Moi, je connais mes dossiers. Je suis quelqu'un de compétent. Et par ailleurs, j'insiste au cours de cette élection présidentielle sur ce qu'est le président de la République. Je ne confonds pas le président de la République avec le Premier ministre. Le président de la République, en vertu de l'article 5 de la Constitution, premièrement, doit veiller au respect de la Constitution. C'est ce que je fais justement en rappelant sans cesse les articles. Deuxièmement, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Moi, j'aimerais savoir comment les autres candidats affirment être le garant de l'indépendance nationale. Quand je vois, par exemple, que M. Mélenchon, la réaction de M. Mélenchon sur cette affaire syrienne, elle est comme d'habitude, elle est chèvre-chou. C'est un oxymore. En fait, M. Mélenchon, s'il était élu, serait le Tsipras français, comme d'ailleurs Donald Trump est le Tsipras américain. Moi, les choses avec moi sont toujours claires et nettes. Et vous savez, j'ai fait là une série de meetings dans le sud de la France. Hier à Bordeaux, il y avait 1000 personnes. La veille à Toulouse, il y avait 1100 personnes. L'avant-veille, 3 jours avant à Montpellier, il y avait 1300 personnes. Et je suis revenu en train, dans le métro, dans le train, dans le tramway à Bordeaux. Les gens viennent me voir, me prennent en photo, ils me disent « c'est vous qui allez être la surprise ». Vous êtes très clair sur votre volonté de sortir de l'Union européenne et de la zone euro, c'est votre mesure phare. Mais à l'heure où 3/4 des Français sont encore opposés à une sortie de l'Union européenne, quels arguments vous avancez pour les convaincre? D'abord, je ne sais pas si ce sondage est vrai. Voilà, moi, vous savez, les sondages, il y a des sondages qui me donnent à 0,0.
Bon, les sondages officiels, mais quand on va voir les sondages me concernant sur Internet, excusez-moi, mais je crève tous les plafonds. Donc il y a quand même un problème. Alors les médias disent, oui, c'est parce qu'il fait agir ces cybermilitants. Et alors les autres, ils n'ont pas de cybermilitants. Paraît-il que M. Macron ou M. Mélenchon sont des champions. M. Macron de la modernité, M. Mélenchon serait un champion d'Internet. Pourquoi ils n'en voient pas? Moi, ce que je vois, c'est que... Sur le fond, mais il y a quand même des gens qui sont réticents. Eh bien, écoutez, vous leur dites quoi? Eh bien, si moi j'entre, si je dis ce que je dis, et si une majorité des Français n'est pas d'accord, ça prouve quoi? Ça prouve que je suis quelqu'un d'honnête. Ça prouve que je ne suis pas un politicien véreux qui est là en train de surfer sur l'opinion publique. Je suis donc le contraire d'un populiste. Si je dis ce qu'il y a, et même si une majorité des Français en effet est contre, eh bien c'est justement l'objectif d'une campagne électorale que d'expliquer aux Français pourquoi nous devons sortir en urgence. Expliquez-nous, justement. On doit sortir en urgence de l'Union européenne, de l'euro, pour d'abord rendre aux Français leur démocratie. Sortir de l'euro parce que l'euro est en train de s'effondrer. Malheureusement, on n'a jamais le temps d'expliquer. Je renvoie les téléspectateurs à notre site UPR.fr. Sortir de l'Union européenne parce que, quel que soit le président de la République qui sera élu au mois de mai, sauf si c'est moi, puisque moi je propose de sortir de l'Union européenne, tous les autres proposent de renégocier les traités. Vous, c'est radical. Voilà. Moi, je fais l'article 50, c'est pas radical. C'est comme Mme Theresa May. Elle a lancé la procédure de l'article 50. Ça n'a strictement rien ni de radical, ni d'extrémiste. Elle a été obligée de le faire valider par le Parlement britannique. Oui, mais parce que, mais ça, ce sont les procédures britanniques. Moi, si je suis élu, je l'aurais été sur un mandat extrêmement clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez dit vous-même. Donc, je ne vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour que je mette en œuvre le programme sur lequel je viens d'être élu. Mais si c'est quelqu'un d'autre que moi qui est élu, on va avoir la politique du rapport des grandes orientations de politique économique qui est fixée tous les ans par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité. J'invite tous les téléspectateurs à aller sur notre site internet, ils verront une fenêtre pop-up, ils découvriront à quelle sauce nous allons être mangés. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les Français sont furieux, parce qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique depuis 25 ans. Ils sont furieux de ça, ils ne comprennent pas. Mais moi, je suis le seul qui leur explique pourquoi. Concrètement, que répondez-vous à des patrons de PME qui se disent, si on sort de la zone euro, eh bien, la monnaie va être dévaluée et ça va menacer nos exportations? Alors, je réponds que, selon le Fonds monétaire international, Natixis, ING, etc., le nouveau franc devrait perdre à peu près 6 à 10% de sa valeur par rapport au cours pivot de l'euro vis-à-vis du dollar. Bon, ça c'est je signale que l'euro a perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar au cours des 3 dernières années. Deuxièmement, ça va au contraire dynamiser les exportations si le franc est un petit peu déprécié. Ça va rétablir la compétitivité externe de notre économie. Ça va faire plonger de 1 à 2 le nombre de chômeurs, 2 millions, le nombre de chômeurs. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui avait été publiée. Les autres pays remettront aussi des barrières douanières. Mais ça, nous n'en savons rien. Ça sera justement l'objet des négociations. Mais prenez un exemple, la Suisse. La Suisse, c'est pas un pays extrémiste. C'est un pays qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Est-ce que la Suisse n'exporte pas? Est-ce qu'on ne voit pas des produits Nestlé partout? Est-ce que la Suisse n'exporte pas des produits chimiques, des produits d'horlogerie, des produits du verre, etc., des produits agroalimentaires? C'est une très grande puissance industrielle qui exporte et qui importe. Il y a effectivement un tarif extérieur qui est peut-être appliqué à certains produits suisses. Le tarif extérieur commun de l'Union européenne, c'est 3% de la valeur. Imaginez que nous soyons obligés de rétablir 3% de droits de douane vis-à-vis, par exemple, de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça changera? Si notre franc se déprécie de 10%, les Allemands, vous savez, ils vont continuer à acheter des produits français. Le monde entier va continuer à vouloir acheter du champagne, des parfums. Et sur la question de la dette, qui est détenue à 60% par des investisseurs étrangers, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on paye plus cher et que ça touche le pouvoir d'achat des Français? Peu importe qui détient la dette, ce qui importe, c'est quel est le droit qui régit la dette. Or, 97% de la dette publique française a été rédigée sous le droit national, sous le droit français. Et 99%, 98,5% de la dette des particuliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand principe international qui s'appelle la lex monetae. Ça veut dire que les dettes seront remboursées dans la monnaie en cours au moment du remboursement, c'est-à-dire le franc. Contrairement à une légende entretenue par la propagande, si nous sortons de l'euro, eh bien, nous aurons un nouveau franc et les dettes seront remboursées au franc au taux de change officiel. Mais un franc qui risque d'être plus faible. Mais non, mais ça, c'est, si vous voulez, regardez ce qui s'est passé au moment du passage du mark à l'euro. Il y avait des investisseurs étrangers qui détenaient des créances sur le gouvernement, sur l'État allemand. C'était des créances en marques. Lorsque l'Allemagne est passée du mark à l'euro, il y a un certain nombre d'investisseurs, ça ne leur a pas fait très plaisir parce qu'ils ont estimé que l'euro intégrant les pays du Sud serait sans doute une monnaie plus faible que le mark
ce qui d'ailleurs est vrai, eh bien, ils ont quand même été obligés de subir la lex monetae et personne n'a protesté. D'ailleurs, regardez ce qui se passe sur les marchés internationaux. Lorsque l'Allemagne fait des emprunts, elle obtient des taux d'intérêt qui sont plus faibles que ceux qui sont facturés à la France, et ceux qui sont facturés à la France sont beaucoup plus faibles que ceux qui sont facturés à la Grèce. Pourquoi cette différence de taux d'intérêt ? La réalité, c'est que les marchés financiers internationaux, lorsqu'ils fixent des taux d'intérêt pour les trésors publics respectifs, ils intègrent l'hypothèse que l'euro explose, et donc ils font payer une prime de risque supplémentaire à la Grèce ou à la France. Si ce risque se révèle, ils n'auront rien à dire puisqu'ils auront joué, et puis voilà. Si vous êtes élu, avec qui vous gouvernez ? Parce qu'il faut bien une majorité à l'Assemblée pour appliquer sa politique. Ben, notez bien que c'est la même question que vous pourriez poser à Mme Le Pen. Mais on la pose Mélenchon, à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, très régulièrement. Voilà, donc moi, si je suis élu, je vais avoir, ça sera un bouleversement de la scène politique, c'est le moins que l'on puisse dire. Déjà, le premier bouleversement, il va avoir lieu le soir du 23 avril, le soir du premier tour, parce que moi, je suis très confiant. Vous savez, quand je réunis des milliers de personnes dans les meetings, les gens sourient, mais les gens rient même lorsque je leur dis que nous sommes crédités de 0%, alors qu'on a fait près de 1% il y a 1 an et demi, alors qu'on était beaucoup plus petit et que je n'étais pas connu. Donc je pense que je vais faire un score tout à fait significatif, et si d'aventure je suis au deuxième tour, eh bien, vous savez, il va y avoir à ce moment-là des quantités d'offres et de ralliements. Mais je voudrais dire quelque chose, c'est que je ne suis pas seul. On a dépassé les 23 200 adhérents et que nous avons de nombreux talents maintenant à l'Union populaire républicaine. Par exemple, sur les questions monétaires, je cite souvent Vincent Brousseau, qui est quand même l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro. Il a travaillé 15 ans à la BCE et il a travaillé 6 ans au service de la politique monétaire. Nous avons à l'UPR des gens qui travaillent discrètement, bien entendu, des hauts fonctionnaires qui sont au Quai d'Orsay, qui sont au ministère des Finances, qui sont dans différents ministères et qui discrètement me font passer des dossiers. Nous avons du monde à l'UPR. Alors, il y a une attaque que vous ne supportez pas, c'est celle de conspirationnistes. Vous êtes classé comme théoricien du complot par l'Observatoire du conspirationnisme et vous répondez, comme hier à Bordeaux, on a écouté votre meeting en préparant cette émission, et vous dites c'est un comble qu'on m'accuse d'être complotiste quand on voit François Fillon qui parle de cabinet noir ou quand on voit Emmanuel Macron qui accuse la Russie de vouloir le déstabiliser. Mais certaines de vos déclarations peuvent surprendre. On va écouter ce que vous disiez aux 20h de TF1. Voici votre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, c'est BFM. Moi, on me traite de complotiste. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Donc Boko Haram, c'est la CIA, ce sont les services secrets américains, ainsi que Daesh et le marathon de Boston. Je ne vais pas vous sortir ici tous mes documents. Non, c'était votre credo. Je voulais juste savoir si vous le pensiez. Non, mais ça n'est pas un credo, monsieur. Ça n'est pas un credo. Est-ce que vous pensez que les États-Unis financent réellement Daesh ? Mais encore une fois, je vais répéter exactement ce que je disais sur TF1. C'est pas un credo, ce sont des informations que vous donnez vous-même, que donnent vos collègues. C'est quand même ça extraordinaire. L'Observatoire de Conspiracy Watch, j'invite les téléspectateurs qui s'y intéressent à aller regarder qui est derrière. C'est la nébuleuse de Madame Caroline Fourest, etc., qui d'ailleurs a été interdite d'antenne pour ses mensonges avérés par Monsieur Ruquier. Je ne l'ai pas inventé. Nous avons effectivement une petite structure qui est là pour balancer des fausses informations. Mais soyons sérieux, effectivement. Monsieur Fillon a été traité de complotiste par Monsieur Bayrou. Monsieur Macron dit que en fait, c'est Vladimir Poutine qui manipule l'élection présidentielle en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'en ai assez de ces histoires de complotisme, parce que ça veut dire que c'est maintenant une espèce de chasse aux sorcières, un macartisme, qui prétendrait interdire aux Français, ou à tout autre peuple, de réfléchir par eux-mêmes et de douter. Vous savez ce qui a fait la grandeur de l'Occident ? Dans la pensée, dans l'esprit de la pensée, dans la philosophie universelle, la grandeur de l'Europe, pour le coup, en matière de pensée, c'est justement la faculté de douter, la faculté de remettre en cause, au crible de sa raison personnelle, tous les dogmes de son époque. Donc sans parler de complot, est-ce que vous pensez réellement que ce sont les États-Unis qui ont intérêt à financer l'État islamique ? Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui, pendant sa campagne, avait dit que c'était Obama et Madame Clinton qui avaient financé... On peut douter aussi de sa parole. Mais on peut douter, mais on peut douter, bien entendu, on peut douter de tout. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en Syrie et Daesh, ils ont des armes américaines et britanniques. Elles ont été découvertes notamment lorsque Alep a été libéré de Daesh. Eh bien, ces armes, elles viennent d'où ? Elles sont financées par qui ? Voilà, ce sont les bonnes informations. Et vous savez, les Français ne s'y trompent pas. Moi, je suis en permanence abordé dans la rue par des gens qui me disent « Monsieur, vous avez raison, il y en a marre qu'on nous force à gober des bobards. Vous avez raison, il faut continuer à faire ce que vous faites. Vous êtes un homme droit,
intègre et qui dit la vérité. Alors, une image, dans vos meetings, il n'y a évidemment pas de drapeau européen parce que vous voulez sortir de l'Union européenne, il y a le drapeau français, et puis il y a également ceux de l'ONU et de l'Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi ? Alors, je vous remercie de souligner ça. Tous les candidats, ou presque tous, parlent devant le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne, qui est en fait l'ancienne héraldique du Saint-Empire romain germanique bleu aux étoiles d'or. C'est en fait un drapeau de soumission à un pouvoir qui n'est pas celui des citoyens français. Madame Le Pen, quand elle parle uniquement devant le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est un système un signe, un symbole de renfermement sur soi-même. Moi, je parle devant le drapeau de la République française, devant le drapeau de la Révolution française, mais aussi devant le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que je le disais tout à l'heure, vous savez, je suis très très logique. Moi, je veux rétablir le droit international, je veux que la France soit en bon terme avec l'ensemble des pays du monde. Et pourquoi je veux sortir de l'Union européenne ? Parce que si vous y réfléchissez en profondeur, en fait, c'est un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. En fait, la construction européenne est une vieille idée complètement anachronique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons avoir des relations avec le monde entier, avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., etc., et l'Organisation de la francophonie. Parce que je dis aux Français... C'est le mot de la fin. Oui, parce que je dis aux Français que le français, la langue française, est en très forte croissance. C'est un formidable message d'espoir. Notre avenir passe très largement avec les pays de la francophonie, notamment les pays d'Afrique. Vous savez, il y aura 760 millions de francophones en 2060. La langue française sera la 3e langue la plus parlée au monde. Et ce sera pour nous un formidable moyen d'exister au XXIe siècle. Le message est passé. Merci François Asselineau d'avoir été notre invité sur LCI. Restez avec nous, l'info continue.